Bonjour, on se retrouve pour la deuxième partie et dernière partie de ce chapitre P2, diffraction et interférence, et nous allons traiter aujourd'hui les interférences. Alors reprenons la définition du phénomène d'interférence. Eh bien, en se superposant, les ondes progressives périodiques qui sont issues de deux sources cohérentes produisent donc des zones d'amplitude minimale et maximale, ce que l'on appelle les franges d'interférence. Voici par exemple le cas à la surface de l'eau, de deux ondes qui se superposent. Donc nous voyons ici des parties qui ne vibrent pratiquement pas, et puis des parties ici avec de fortes amplitudes. Et pour de la lumière, voici ce que nous obtenons avec des franges très brillantes et des franges où il y a totalement absence de lumière. Deux sources sont dites cohérentes si elles émettent des ondes sinusoïdales qui ont exactement la même fréquence. Elles gardent alors un déphasage constant, ce qui est la condition sine qua non pour obtenir des phénomènes d'interférence. Allez, essayez de faire cet exercice-là, mettez sur pause et on se retrouve pour la correction. Alors, celle qui met en jeu un phénomène d'interférence, c'est ce casque anti-bruit qui va émettre des ondes sonores en opposition de phase avec le bruit ambiant pour annihiler totalement le bruit. Et donc, les deux ondes, celle de l'extérieur plus celle fabriquée en opposition de phase par le casque, vont faire des interférences que l'on appelle destructives et donc il n'y a plus de bruit. La partie B, ici, le discours entendu derrière une porte ouverte, ça fait appel non pas à un phénomène d'interférence, mais à un phénomène de diffraction que vous avez vu dans le précédent cours. Alors, parlons un petit peu plus précisément des interférences constructives et destructives. Donc, je vous rappelle que la différence entre les distances parcourues par deux ondes issues, attention, de deux sources cohérentes pour arriver en un point M est appelée différence de marche ou différence de chemin optique. Alors selon les livres, on l'appelle soit delta, ce delta minuscule, ou delta L. Dans le livre Hachette que vous avez, il est écrit la plupart du temps delta L, donc c'est ce que j'utiliserai pour les exercices. Dans cette situation, vous avez donc les deux sources qui sont cohérentes, qui envoient des ondes donc de même fréquence, et vous voyez qu'au point P, les deux ondes ici arrivent toutes les deux sur un maximum. Donc c'est une interférence constructive, et donc la somme de ces deux ondes arrivant en P va être bien plus importante au niveau de son amplitude. Alors que ici, regardez bien, les deux ondes qui ont là encore la même fréquence arrivent en opposition de phase. Quand l'une est à son maximum, l'autre est à son minimum. Du coup, la somme des deux fait qu'on a une valeur nulle. Donc ici, si ce sont des vagues par exemple, eh bien il n'y aura pas de vague à cet endroit-là. Et si c'est une lumière qui arrive de là et de là, eh bien nous aurons une absence de lumière à cet endroit-là, c'est-à-dire une frange noire. Par exemple, lorsque les ondes sont en phase, ça veut dire qu'elles ont un maximum toutes les deux en même temps et un minimum toutes les deux en même temps. Donc, quand on fait la somme des deux, on a une amplitude qui est doublée pour l'onde résultante. Du coup, la différence de marche, dans ce cas-là, doit être égale à un nombre entier de longueurs d'onde. L'amplitude de l'onde résultante est maximale. On dit que les interférences sont constructives. Et ce qu'il faut que vous vous rappeliez, c'est ceci. La différence de marche, alors notez delta ou delta L, peu importe, est égale à k fois lambda, c'est-à-dire un nombre entier de longueurs d'onde. De la longueur d'onde qui arrive depuis la source 1 ou depuis la source 2, peu importe, c'est la même. Dans le cas où les ondes arrivent en opposition de phase, ça veut dire que quand l'une arrive, par exemple, et nous présente son maximum, eh bien l'autre nous présente son minimum, et inversement. Dans ce cas-là, la somme des deux fait que nous avons une amplitude nulle, nous n'avons plus rien, on appelle cela une interférence destructive. Et donc, dans ce cas, la différence de marche est un multiple entier
impair de la demi-longueur d'onde. Et donc cela peut s'écrire sous la forme k plus 1/2 facteur de lambda. Dans la vidéo, il avait tout multiplié par 2, c'est-à-dire ici 2k plus 1 facteur de lambda sur 2, ça revient exactement à la même chose. On l'écrira sous cette forme-là par exemple, avec donc k étant un entier. Alors, faites l'exercice numéro 11 et puis vous mettez sur pause et on se retrouve pour la correction. À quelles conditions peut-on observer le phénomène d'interférence? Eh bien, pour observer un phénomène d'interférence, il faut donc deux sources en phase, c'est-à-dire que les deux sources ici doivent vibrer exactement à la même fréquence et au même moment. Nous avons donc ces deux flotteurs A et B. Vous visualisez que le flotteur B, il est sur cette ligne ici où il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de vibration au niveau de l'eau, alors que le flotteur vert en A ici vibre sur une partie où au contraire on a une alternance de franges sombres et de franges noires, c'est-à-dire grande amplitude, faible amplitude, etc. Et donc le flotteur A se retrouve sur une zone où les interférences sont constructives. Et bien cette situation correspond à cette courbe ici, la courbe A. Inversement, le flotteur B se retrouve sur une zone où les interférences sont destructives. On l'a vu, la surface de l'eau est pratiquement immobile, donc on est sur cette situation-là. Petit b. Allez, vous faites cet exercice, vous mettez sur pause, on se retrouve pour la correction. Examinons la situation A. Vous voyez ici que les deux ondes se retrouvent en opposition de phase. En effet, quand l'une est à son minimum, l'autre en même temps est à son maximum et inversement. Donc, ces deux ondes sont en opposition de phase. Situation B à présent, regardons pour un temps donné, eh bien, nous avons ces deux ondes qui sont en phase. Quand l'une est à son minimum, l'autre est également à son minimum ou à leur maximum en même temps. Du coup, on dit qu'elles sont en phase. On vous demande ensuite de dessiner pour chacun des deux cas l'élongation de l'onde résultante. Alors, nous avons vu que lorsque nous avons deux ondes en opposition de phase, l'onde résultante est nulle, alors que lorsqu'elles sont en phase, eh bien, les amplitudes sont additionnées et donc on observe quelque chose de ce style-là. C'est-à-dire, pour la situation A, il y a interférence destructive, donc il n'y a plus d'onde, donc c'est la partie rouge, alors que pour celle-ci, vous voyez, dans un premier temps, à partir de t égale à 0, on augmente, donc on augmente, mais de façon doublée ici, et puis on continue sur de très grandes amplitudes comme ceci. Au niveau du temps, là, c'est pas du tout respecté par rapport à ici. Cette propriété des ondes permet d'obtenir des zones de silence en superposant deux sons, c'est le principe des casques anti-bruit, ce qui correspondrait aux franges noires avec de la lumière par exemple. Donc des zones noires justement en superposant des ondes lumineuses, ou alors des zones que l'on appelle calmes lorsque l'on superpose deux ondes mécaniques, et c'est ce qui est utilisé par exemple pour lutter contre les tremblements de terre. Alors pour créer deux sources cohérentes, on peut diviser l'onde émise par une source. En effet, si on utilise deux fentes très fines qui sont éclairées par un même laser, c'est le principe des fentes Young que vous avez vu dans la vidéo précédente, eh bien, alors les deux fentes se comportent comme des sources cohérentes et donc il va se former sur l'écran des franges d'interférence, ce que l'on peut représenter ici. Donc voici les deux sources qui sont éclairées par une même source. Et voici ce que l'on observe sur l'écran en face. Allez, vous faites cet exercice, vous mettez sur pause, on se retrouve pour la correction. Alors, on vient de le voir,
Pour que les deux sources lumineuses puissent créer des interférences, il faut qu'elles soient cohérentes et donc il faut qu'elles proviennent de deux sources ponctuelles en phase. Quelles conditions la différence de chemin optique entre deux ondes doit-elle respecter pour observer des interférences constructives? Alors rappelez-vous, pour qu'il y ait des interférences constructives, il faut que la différence de marche ou la différence de chemin optique soit égale à k fois lambda 0. K étant un entier relatif et lambda 0 étant la longueur d'onde de la source lumineuse. Pour que les interférences soient destructives, alors dans ce cas, il faut que la différence de chemin optique soit égale à un multiple d'un nombre impair de longueur d'onde et cela s'écrit sous la forme k plus 1/2 facteur de lambda 0. Parlons à présent de l'interfrange. Reprenons le dispositif des fentes-Young, c'est-à-dire qu'un même laser va éclairer deux fentes. Les deux fentes se comportent alors comme des sources ponctuelles qui sont cohérentes et au niveau de ce que l'on va observer sur l'écran, cela va ressembler à ceci. On retrouve initialement la figure de diffraction avec une large tache et puis des taches plus petites secondaires de chaque côté, mais on observe donc plein de petits traits noirs ici de même longueur absolument partout, c'est ce qu'on appelle l'interfrange. Alors voici le dispositif, donc j'imagine ici que ces deux sources sont éclairées par une même source. Nous observons sur l'écran donc des franges brillantes et des franges sombres. Si j'analyse la lumière, j'ai une intensité lumineuse importante en ce point et nulle en ces différents points ici. Si j'appelle S1 et S2 les deux sources ponctuelles cohérentes, séparées d'une distance petit b, puis un écran placé ici à une distance grand D, et enfin un point P que je peux faire varier selon cet axe-là et qui aura comme ordonnée petit x, selon la valeur de petit x, vous comprenez bien que le point P se retrouvera soit dans une frange brillante, comme ici, soit sur une frange sombre, comme ici par exemple. Autre point important, vous comprenez bien que si mon écran se retrouve ici par exemple, la figure d'interférence sera beaucoup moins étalée. Donc plus l'écran est loin, plus la figure d'interférence est étalée. Alors essayons de travailler maintenant sur ce petit x ici. On appelle donc différence de marche ou différence de chemin optique, la différence entre S2P, la distance ici la plus longue par exemple, moins S1P, cette distance ici. On peut établir que la différence de marche s'exprime par rapport à petit x ici comme étant petit x fois la distance entre les deux sources divisée par la distance des deux sources à l'écran. On ne vous demandera pas de démontrer cette expression, elle vous sera donnée, par contre il va falloir l'exploiter. Attention, cette expression n'est valable que si la distance entre les deux sources et l'écran, grand D, est bien supérieure à la distance entre les deux fentes. Et donc on peut définir l'interfrange comme étant la distance entre deux franges brillantes consécutives, par exemple de ce centre-là à ce centre-là, ou au contraire deux franges sombres, oh il manque un S ici, consécutives. C'est la même distance de toute façon. Et donc on peut l'exprimer comme étant égal à x k plus 1 moins x de k, avec delta L en fonction de k qui est égal à cette expression. On en déduit que l'interfrange est égale à ceci. Attention, cela fera l'objet d'un exercice pour retrouver à partir de ces deux formules la valeur de l'interfrange. Vous n'avez pas à connaître cette expression par cœur. Par contre, si on vous la donne,
ou si on vous demande de la retrouver, parce que ça par contre c'est possible, il faut après être capable de l'exploiter, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si je fais varier lambda, en gardant bien sûr les deux autres valeurs constantes, ou alors si je fais varier ce paramètre, est-ce que l'interfrange va augmenter, diminuer? Voilà, vous devez être capable de l'exploiter. Alors, vous faites cet exercice et puis on se retrouve pour la correction. Alors ici, on vous réalise une expérience avec le système des fentes Young, avec une source S qui a une longueur d'onde de 650 nanomètres. Et on observe donc une figure d'interférence sur un écran. Première question, qu'observe-t-on sur l'écran au point O? Alors au point O, vous voyez qu'on est parfaitement à égale distance de S1 et de S2. Il n'y a donc pas de différence de marche. Du coup, on se retrouve dans la situation où on est sur une interférence constructive avec une différence de marche qui est égale à k fois lambda avec k et qui est égal à 0 puisque delta L est nul. Donc on observera une frange brillante. Deuxième question, cette fois-ci les ondes arrivent en un point P ici dont la différence de marche ou de chemin optique est égale à 1,625 micromètres et on vous demande qu'observe-t-on en P. Donc P se retrouvera soit sur une frange sombre, soit sur une frange brillante. Mais en fait, avec cette valeur-là, il va falloir déterminer s'il s'agit d'une frange sombre ou brillante. Alors, petit rappel, la différence de marche ou de différence de chemin optique, c'est la différence entre S2P moins S1P. Et donc, nous avons vu que si P est sur une frange brillante, alors cette différence de chemin optique s'exprime comme étant égale à un entier de la longueur d'onde. Et si au contraire P est sur une frange sombre, alors on a cette expression-là. Donc nous connaissons delta L et nous connaissons lambda 0. Donc vous voyez bien que si je fais le rapport de delta L sur lambda 0 ici, je vais trouver K. Et si je fais delta L sur lambda 0, je vais trouver K plus 1,5. Donc soit je trouverai comme rapport un entier, ou alors un demi-entier, ce qui me permettra de statuer. Donc c'est ce que je vais faire, je vais calculer delta L sur lambda 0 avec les valeurs toutes exprimées en mètres, donc attention aux conversions, et je trouve la valeur de 2,5, ce qui est donc un demi-entier. Je suis donc dans la configuration de delta L égale K plus 1,5 facteur de lambda 0 avec K est égal à 2. 2 plus 0,5, ça fait 2,5. Donc, ça veut dire que en P, les interférences sont destructives. On observe donc une frange sombre à cet endroit. Je vous laisse faire cet exercice et on se retrouve pour la correction. Mettez sur pause. Première question, exprimer petit x de k en fonction de delta L, B et D. Donc il faut ici reprendre cette expression pour sortir petit xk de cette formule. Et donc on trouve delta L fois grand D sur petit b. Et on vous demande d'en déduire l'interfrange. Donc rappelez-vous, cette interfrange peut se mesurer soit entre deux franges brillantes, soit entre deux franges sombres. Prenons par exemple l'interfrange comme étant l'écart entre deux franges brillantes successives. Donc on peut écrire que pour une frange brillante de rang K, on a cette expression-là de delta L. Rappelez-vous, pour une frange brillante, il faut que la différence de chemin optique soit un entier de lambda 0. Et pour une frange brillante de rang K plus 1, eh bien on remplace tout simplement cette expression, mais en prenant K plus 1. Du coup, on peut écrire que l'interfrange étant égale à cette différence, eh bien je vais reprendre l'expression qui avait été écrite ici en remplaçant xk plus 1 et xk par les valeurs ici et donc on obtient ceci. Delta L donc de k plus 1 fois d sur b moins delta L de k fois d sur petit b. Vous avez exprimé les delta LK plus 1 et delta LK à ce niveau-là, donc nous allons remplacer. Si vous développez,
eh bien vous vous retrouvez avec deux termes qui vont s'annuler puisque vous avez un moins et les dénominateurs sont communs. Donc vous aurez k facteur de lambda 0d moins k facteur de lambda 0d et il vous restera plus que 1 fois lambda 0d. Donc l'expression de l'interfrange s'écrit lambda 0d sur petit b. C'est ce que nous avions écrit justement dans le cours précédemment. Mais ce n'est pas une valeur que vous devez connaître par cœur, c'est une valeur qui se retrouve exactement en faisant ce type de raisonnement. Alors, une petite chose, vous pouvez très bien l'avoir fait, non pas pour l'intervalle entre deux franges brillantes consécutives, mais entre deux franges sombres consécutives. Du coup, c'est juste cette expression qui change, delta L de K sera égal à K plus 1 demi facteur de lambda 0, ou pour K plus 1, eh bien K plus 1 plus 1 demi facteur de lambda 0. Vous faites cette même différence ici et vous allez voir que vous retrouverez de toute façon cette même expression. Vous pouvez vous entraîner à le faire, c'est un bon exercice. Alors l'interfrange étant proportionnelle à la longueur d'onde, c'est ce que nous venons de voir à l'instant, eh bien les franges de chaque couleur ne se superposent plus lorsque on a une lumière blanche. Il se crée alors un système de franges colorées que l'on appelle des couleurs interférentielles. Vous voyez ici que l'interfrange pour le bleu n'est pas le même que pour le vert ni que pour le rouge, qui est beaucoup plus important pour le rouge. Et donc on appelle ça des couleurs interférentielles. C'est ce qui se passe aussi pour une bulle de savon. Les parois d'une bulle de savon sont des couches minces. Les ondes lumineuses réfléchissent sur les parois internes et externes et vont constituer des sources cohérentes qui vont interférer, d'où ces très belles couleurs, ces très belles irisations que nous visualisons sur une bulle de savon, comme sur les ailes d'un morpho ou bien encore les plumes d'un paon qui vont refléter des couleurs différentes en fonction de la position de votre œil. On termine avec cet exercice. Vous avez ici une figure d'interférence et on vous demande de déterminer l'interfrange petit i. Je vous mettais sur pause et on corrige. Donc nous reconnaissons ici une intensité lumineuse importante. Ce sont donc les franges lumineuses, là où il y a des interférences constructives, et au contraire, des valeurs d'intensité très faibles, voire presque nulles. Et donc ce sont ici les endroits qui constituent les franges sombres, là où se situent les interférences destructives. Donc, pour déterminer l'interfrange, c'est-à-dire l'interfrange par exemple c'est cette distance entre là et là, ou alors entre ce pic et ce pic, mais toujours en physique, pour avoir, dès que vous faites une mesure, quelque chose de précis, on ne va pas mesurer une seule interfrange, mais on va en mesurer plusieurs. Par exemple, on peut mesurer ici 5 interfranges. Vous voyez, entre ici et ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pris ici entre 5 bandes noires. Et donc je mesure précisément, je trouve 5i est égal à 0,063 mètres. Faites attention ici à votre échelle. Et donc en divisant par 5, eh bien, on obtient une interfrange de 13 mm dans cet exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à noter vos différentes questions sur un bloc-notes pour que nous puissions y répondre au prochain cours.